Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Julie Smart. On parle ensemble du trouble d'accumulation compulsif. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet, les 8 types de personnalités selon Carl Jung. Notre collaboratrice Catherine Stassin a sa chronique « Comment ça se passe au travail pour les proches aidants ». Bienvenue chez nous. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité, Julie Smart. Bonjour Julie. Bonjour. C'est votre vrai nom? Oui, tout à fait. C'est ça, c'est intéressant. Vous êtes technicienne en éducation spécialisée. Vous travaillez aussi en santé mentale auprès des adultes dans un CLSC. Puis on va parler d'un sujet bien important ensemble, qui est le trouble d'accumulation compulsif. On entend souvent ça, le TAC, en fait. Exact. Puis je suis pas certain que les gens savent vraiment ce que c'est. D'abord, j'aimerais ça vous présenter. Est-ce que ça fait longtemps que vous œuvrez dans le domaine de la santé mentale? Ben, en fait, je suis éducatrice spécialisée depuis 25 ans, mais je suis à l'équipe santé mentale adulte de 2 CLSC à Montréal depuis 12 ans. OK. Et là, je commence ma pratique tout doucement comme travailleuse autonome. Et je suis impliquée bénévolement là, au sein d'un organisme qui nous penchons sur le TAC, qui s'appelle le CATAC. Le comité d'action sur le trouble d'accumulation compulsive. C'est un sujet dont on parle puis qui est en tout cas, comme on disait tantôt, il n'est pas si connu, mais on va s'attarder à le faire connaître mieux, justement. Oui, je suis contente. Oui, comment on peut décrire ce que c'est le trouble d'accumulation compulsif? Les gens ont une petite idée, mais comment on pourrait le décrire de façon simple? Oui, en fait, le trouble d'accumulation compulsive, c'est la terminologie qu'on utilise ici au Québec. C'est une problématique de santé mentale. C'est un diagnostic à part entière dans le DSM-5, qui est notre bible de diagnostic en santé mentale. Par contre, dans le DSM, on va le voir sous la terminologie silogomanie ou en anglais le hoarding. Oui, ça j'ai entendu parler déjà, le hoarding, là, c'est exact. Connu, effectivement. Mais certes, on peut connaître certaines personnes, on a peut-être déjà vu des reportages, on a peut-être vu des choses, des fois c'est spectaculaire, des Tout gens à fait, c'est impressionnant. Qui ramassent. Ouais. Au départ, les gens vont dire, mais pourquoi tu fais pas du ménage? Comment on peut décrire l'incapacité souvent des personnes à s'organiser et à libérer un peu leur espace de vie? C'est tellement pas de la mauvaise volonté. Puis, en fait, les critères, les principaux critères, là, ça fait partie des troubles obsessionnels et compulsifs. Ouais. Et c'est vraiment une difficulté à se départir des objets. Peu importe la valeur des objets, que ce soit un bijou, que ce soit un bouchon de bouteille en plastique, tout devient, ça devient une souffrance pour eux de se départir des objets. Tous les objets deviennent pour eux, c'est des besoins en fait. Il y a comme plus de différence entre un désir et un besoin. Et ça leur procure une énorme souffrance. Juste à l'idée de s'en départir, là, ça évoque beaucoup de détresse. C'est peut-être ça les sécurise, quoi, d'avoir certains objets ou il y a différentes raisons pour lesquelles il y a un peu différentes thématiques. Il y en a que ça va, les sécuriser. Il y en a qui vont le nommer, ils vont me dire que c'est leur bunker un peu, ils se sentent protégés. Ouais. Il y en a d'autres, c'est plutôt des liens affectifs qu'ils vont avoir avec les objets. Mais oui, en quelque part, ça représente une sécurité parce qu'il y a beaucoup d'anxiété derrière tout ça. Donc, c'est comme pour calmer l'anxiété, un peu comme n'importe quelle, d'autres problématiques. Là. Il y en a qui se lavent les mains souvent, il y en a d'autres qui, qui vont toucher, qui vont vérifier la porte souvent, ou des choses comme ça. Eux, c'est peut-être l'accumulation qui les en fait, relaxe. C'est pas l'accumulation qui les relaxe comme telle. C'est ce besoin de garder les choses. Ça va soit les réconforter, ça va répondre à un besoin nécessairement. La différence avec un TOC, par exemple, ce que vous nommez des rituels de lavage, eux, c'est qu'ils ont une pensée et tout de suite, là, ils doivent faire quelque chose en lien avec cette pensée-là, différents rituels. Il faut aussi savoir que l'encombrement va venir beaucoup avec de l'acquisition. La première problématique, c'est de l'acquisition excessive. Donc, les acheteurs compulsifs ou les gens qui vont faire les ruelles, qui vont ramasser toutes sortes de choses, ça leur fait du bien. Ça va répondre à un besoin. Et
Ensuite, ils vont être apaisés avec ça, mais après ça, le stress peut revenir dès que quelqu'un aborde le sujet de se départir. T'as trop de choses, on devrait, je vais venir t'aider, on va t'aider à sortir du stock. C'est là que l'anxiété va beaucoup monter. Et est-ce qu'on devient quelqu'un qui souffre du trouble d'accumulation compulsif ou est-ce que c'est dès le jeune âge? En général, comment ça se développe, tout ça? Ben oui, il y a effectivement les facteurs génétiques. Là, il y a à peu près 85% des gens qui ont un membre de famille pas très éloigné qui ont la problématique. Okay. Mais ça peut aussi arriver après un stress, un grand stress dans la vie. Et quelque chose qui se retrouve pas encore dans le DSM-5, mais c'est les traumas complexes. Par expérience, la majorité des clients avec qui je travaille, ils ont... je suis pas autorisée à donner des diagnostics, évidemment, mais quand on connaît l'histoire de vie de ces gens-là, ils ont eu des traumas complexes. Donc, des traumas, souvent dans l'enfance, c'est souvent relié à des problématiques d'attachement dans l'enfance. Et quand les jeunes enfants ont des traumas, des difficultés relationnelles avec les parents, c'est beaucoup à la base de ça. Oui. Et tantôt, vous parliez, c'est ça, c'est pas recommandé d'aller chez... Tu sais, on pourrait se dire, on va aller aider quelqu'un, on va arriver 3-4 personnes, on va l'aider. Ça peut traumatiser une personne. Ça peut, en fait, ça traumatise une personne, tout à fait. Comment on fait à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des méthodes pour... aider les personnes? Par où on commence, en fait? Je vous dirais, la première chose, c'est d'écouter la personne, de pas la juger, d'écouter parce que derrière cette problématique-là, il y a une histoire de vie. Donc, déjà là, que la personne se sente écoutée, non jugée, ça va déjà... je dis ça met un peu de fleecy dans le sens que ça va assouplir un peu. Puis après ça, on peut faire des reflets à la personne. On peut poser des questions, on peut s'interroger à c'est quoi son lien avec les objets, la faire parler. Ce que je dirais en fait, c'est de ne jamais lui dire quoi faire. On pourrait soumettre des idées, dire qu'est-ce que t'en penses. On pourrait suggérer ou on pourrait lui dire, par exemple, avez-vous déjà pensé vous départir? Est-ce que c'est difficile? Ah, ça, il va vous répondre oui. Oui, mais l'autre question, ça serait, aimeriez-vous le faire avec de l'aide? Tu sais, est-ce que c'est possible, ça, qu'une personne est comme prise, mais qu'elle a besoin de savoir comment? Tout à fait. Il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que il y a des personnes... En fait, qu'ils ont conscience de leurs problématiques. Ils ont un bon insight, comme on dit. Ouais. Donc, eux, ils vont être plus faciles. Ça va être plus facile de travailler avec eux. Il y en a d'autres qui le reconnaissent, mais un peu du bout des lèvres, reconnaissent plus ou moins que ça peut être problématique, que ça peut être dangereux. Et il y en a d'autres qui le reconnaissent pas du tout. Fait qu'évidemment, le niveau de reconnaissance va jouer beaucoup. Mm-hmm. Et puis aussi, est-ce qu'on est dans l'urgence? Parce que si c'est quelqu'un qui vient nous voir, mais qui est à risque d'éviction, qui a déjà une démarche au TAL, là, on va être dans l'urgence. À ce moment-là, ça bouscule un peu et c'est pas l'idéal. Oui. Évidemment, plus on a de temps, parce que c'est quand même une problématique. L'encombrement, c'est pas fait du jour au lendemain. Oui. Et il faut que ça se défasse aussi du jour au lendemain. Puis, c'est pas juste de dire on va sortir des choses. Il faut adresser l'anxiété beaucoup. Pour eux, se départir des choses, c'est de l'exposition. Oui. Donc, ça devient très souffrant. Donc, c'est pas juste de dire, on met ça, on trie ça, puis on donne ça. C'est adresser l'anxiété, c'est adresser les peurs. Puis d'ailleurs, avant qu'on se voit au studio aussi, vous m'aviez dit que c'est super important de faire la différence entre le TAC, là, le trouble d'accumulation compulsive, et le syndrome de Diogène. Les gens, je pense, mélangent. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? En fait, le TAC, comme je disais tantôt, c'est une problématique de santé mentale, alors que le syndrome de Diogène, ça n'en est pas un. Okay. Ça fait pas partie du DSM. Je compare ça, ça ressemble plus à une problématique neurologique. Je compare ça un peu à l'Alzheimer. Donc, une personne qui a un syndrome de Diogène, ça va être aussi spectaculaire là, quand on voit des milieux très encombrés. Par contre, ça ne sera pas tout à fait le même type d'encombrement. Les personnes qui ont un syndrome de Diogène, d'ailleurs, c'est appelé à changer de nom pour autonégligence sévère de l'adulte. Ça va être davantage chez les personnes âgées.
Et c'est des personnes qui vont avoir une négligence de leur hygiène physique, une négligence de leur environnement. Ils n'ont pas un attachement comme tel aux objets. C'est plus les fonctions exécutives qui font défaut. Okay. Ça va souvent être des ermites. Ils veulent rien savoir, ils veulent pas avoir de l'aide, ils veulent pas être en contact avec les gens, alors qu'une personne avec un trouble d'accumulation, et soit dit en passant, peuvent vivre avec ou sans insalubrité. C'est pas tous les gens qui ont un TAC qui vivent dans l'insalubrité. Ça peut être très encombré, mais propre, mais très encombré. Exactement. C'est ça. Tout à fait. On s'entend que si c'est très, très encombré, c'est plus difficile de faire le ménage, mais l'insalubrité n'est pas toujours présente. Okay. Alors que Diogène, l'insalubrité, elle est présente. OK. C'est intéressant de faire la différence parce qu'effectivement, on le mélange peut-être un peu. Là, Oui, puis c'est vraiment très important parce que les interventions vont être très différentes. Ouais. Avec quelqu'un qui a un TAC, il y a une possibilité d'avancement puis de désencombrer, alors qu'une personne qui a un syndrome de Diogène, un peu comme une personne Alzheimer, on va plutôt faire de la réduction des méfaits. Fait qu'on va rendre les lieux sécuritaires, mais c'est pas la personne qui va avoir des apprentissages comme tels. Ouais. Il faut rendre le lieu sécuritaire, puis après ça, assurer des services auprès de la personne pour que le ménage qui aura été fait puisse être maintenu. Vous disiez tantôt, Julie, que vous impliquez dans une organisation, entre autres. On a une couple de minutes pour en parler, si vous voulez. Puis on va nommer, évidemment, on va renommer comment trouver ça. Là, mais qu'est-ce que fait cette organisation? Quel est le nom? Le CATAC, en fait, c'est le CATAC, le Comité d'action pour le trouble d'accumulation compulsive. C'est né il y a une douzaine d'années, justement par des gens qui ont cette problématique-là et qui ne trouvaient pas de service, trouvaient pas d'aide, se cognaient à des portes. Donc, c'est un regroupement de différents intervenants, milieux communautaires. Il y a eu des chercheurs de l'Institut universitaire en santé mentale, donc de tous les milieux confondus. Et on se penche sur cette problématique-là. En 2018, on a fait un premier colloque sur le TAC qui a attiré 300 personnes. Et là, on a récemment fait un guide vraiment complet qui s'adresse à tout le monde et qu'on peut retrouver sur le site www.accumulationcompulsive.ca. Le site est très complet et sur le site, on peut télécharger le guide. Exactement. Pour savoir par où prendre ça, effectivement, c'est comprendre c'est quoi, par où prendre ça. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, autant aux personnes qui ont la problématique qu'aux intervenants, qu'aux proches, qu'aux médecins, qu'aux pompiers, parce que ça reste un enjeu de santé publique. Hein? Ouais. Vraiment, tout le monde est impliqué. Il nous reste environ 30 secondes déjà. Ça passe extrêmement vite. Ça passe trop vite. C'est ça. Mais est-ce que vous avez d'autres informations à mentionner aux gens pour peut-être trouver de l'information ou d'autres ressources? En fait, le CATAC, je vous invite vraiment à aller voir le site et on commence cette année une première semaine annuelle, donc une semaine de sensibilisation sur le TAC pour démystifier tout ça. Alors, ce sera toujours la 3e semaine complète du mois de mai. À chaque année, donc normalement, ça reviendrait. À chaque année, exactement. En terminant, pouvez-vous rappeler encore le site web de cette organisation? Oui, tout à fait. C'est le CATAC, donc www.accumulationcompulsive.ca. Merci beaucoup, Julie Smart. C'était très intéressant. C'est moi qui vous remercie. Ça passe trop vite. On vous réinvitera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses. Effectivement, merci d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. À la prochaine. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, les 8 types de personnalités selon Carl Jung. Oui, Carl Jung, un psychiatre suisse qui est décédé depuis longtemps déjà. Alors, en fait, le titre de l'article que j'ai pris sur Internet s'appelle « Les 8 types de personnalités selon Carl Jung ». Il est très connu, lui. Je pense qu'on y a souvent été cité, hein, ce monsieur. Oui, oui. Et alors, ce qu'on nous dit dans l'article, on nous dit
Carl Jung, psychiatre suisse, il est décédé en 1961 à l'âge de 85 ans. C'était un intellectuel agité, en fait, qui puisa dans de nombreuses sources. En plus de la neurologie et de la psychanalyse, les théories de Jung furent influencées par la mythologie, voire la religion et la parapsychologie. L'une de ses grandes passions était l'archéologie. De cette inclinaison découle probablement la construction de la théorie des archétypes ou des symboles universels présents dans l'inconscient humain. Alors, il se nourrissait de plusieurs sphères. Oui, de plusieurs sources. Oui. Alors, regardons maintenant la théorie de la personnalité de Carl Jung. Pour lui, il existe 4 fonctions psychologiques de base, c'est-à-dire penser, ressentir, avoir l'intuition et percevoir. Une ou plusieurs de ces fonctions ont un accent particulier chez tous les individus. Par exemple, quand quelqu'un est impulsif, selon Jung, c'est parce que les fonctions d'intuition et de perception prédominent, avant celles de sentir et de penser. À partir des 4 fonctions de base, Jung postule que 2 grands types de caractères se forment, c'est-à-dire l'introverti et l'extraverti. Chacun d'eux possède des caractéristiques spécifiques qui le différencient de l'autre. Si on regarde le type de caractère extraverti, alors son intérêt se porte sur la réalité externe plutôt que sur le monde interne. Les décisions sont prises en pensant aux effets sur la réalité extérieure plutôt que sur sa propre existence. Les actions sont menées en fonction de ce que les autres peuvent en penser. L'éthique et la morale se construisent en fonction de ce qui prédomine dans le monde. Ce sont des individus qui s'adaptent à presque tous les environnements, mais il leur est difficile de s'adapter vraiment. Ils sont influençables, malléables et ont tendance à imiter. Ils ont besoin d'être vus et reconnus par les autres. Ouais. Ça m'était arrivé en lisant cet article d'essayer de me situer à savoir de quel type de caractère général j'étais, à quel type de personnalité, mais pas vraiment. On dirait qu'on a l'impression qu'on a un peu de tout, c'est ça. De tous les types de personnes. Peut-être que ça prendrait une autre personne pour nous analyser. Mais des fois, on est il y a une tendance peut-être un peu plus, mais des fois, on se retrouve, comme tu dis, dans plusieurs. Ouais. Oui. Alors, l'autre type de caractère, selon Carl Jung, c'est le caractère introverti. Le type introverti présente, quant à lui, les caractéristiques suivantes. Il s'intéresse à lui-même, à ses sentiments et à ses pensées. Il guide son comportement en fonction de ce qu'il ressent et pense, même si cela va à l'encontre de la réalité extérieure. Les introvertis ne sont pas trop préoccupés par l'effet de leurs actions sur l'environnement. Ils se soucient avant tout qu'elles le satisfassent intérieurement. Ils ont des difficultés à la fois à s'accommoder et à s'adapter à l'environnement. Cependant, s'ils s'adaptent, ils le feront vraiment et de manière créative. Maintenant, les types de personnalité à proprement parler. On continue de prendre des notes. C'est très instructif à date. Oui, sûrement, oui. Alors, à partir des fonctions psychologiques de base et des 2 types de caractères fondamentaux qu'on vient d'expliquer, Jung souligne que 8 types de personnalités distincts en découlent. Toutes les personnes appartiendraient à un type ou à un autre. Ceux-ci sont l'extraverti réfléchi. La personnalité réflexive extravertie correspond à des individus cérébraux et objectifs qui agissent presque exclusivement sur la base de la raison. Ils ne prennent pour acquis que ce qui est affirmé avec des preuves suffisantes. Ils ne sont pas très sensibles et peuvent même être tyranniques et manipulateurs avec les autres. Ce sont aussi des individus qui ont tendance à réprimer leurs propres émotions pour des raisons de logique. De même, le profil extraverti réfléchi est généralement régi par des principes inébranlables. Ils ouvrent rarement leur perspective à d'autres options, bien au contraire. Ils n'hésitent pas à imposer leur vision du monde à leur entourage. Maintenant, l'introverti réfléchi. L'introverti réfléchi est une personne avec une grande activité intellectuelle. Ils sont imaginatifs, mais méfiants, amoureux des théories du complot, têtus et très tenaces lorsqu'il s'agit d'atteindre leurs objectifs. Parfois, ils sont perçus comme ce profil un peu étrange et déconnecté de leur environnement, mais une fois le contact établi avec eux, ils deviennent des personnes très appréciées.
Pour l'auteur, ce type de personnalité est celui qui est lié à ceux qui sont considérés comme des philosophes dans la société. Cela est dû à l'intérêt des introvertis réfléchis à trouver les relations entre les idées. Maintenant, l'extraverti sentimental. Les personnes ayant une grande capacité à comprendre les autres et à établir des relations sociales sont les extravertis sentimentaux. Ce sont des profils très empathiques. Ils se connectent facilement avec les autres et ont d'excellentes compétences en communication. Leur seule limite est leur grande dépendance sociale. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et je vais continuer tantôt. Oui, c'est prometteur pour le deuxième segment, les 8 types de personnalités selon Carl Jung. Merci Pierre. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin propose sa chronique « Comment ça se passe au travail pour les proches aidants ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec les 8 types de personnalités selon Carl Jung. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, ta chronique, comment ça se passe au travail pour les proches aidants? Il y a de plus en plus de proches aidants. En tout cas, ils se dévoilent plus. Il y en a peut-être toujours eu. Mais comment ça se passe effectivement au travail? C'est une grosse question. On en parle en fait un peu plus et aussi la population vieillit en fait et ils sont plus nombreux que les plus jeunes, donc c'est sûr que ça occupe beaucoup de monde puisqu'il y a eu moins d'enfants après, donc les gens sont quand même se divisent moins la tâche entre guillemets. Voilà et donc ces proches aidants, en fait, c'est un phénomène important. Au Québec, on peut parler d'environ 1/5 de la population un peu plus même, qui est proche aidante. OK. Donc, c'est quand même, on connaît tous un proche aidant. Oui. Et ça enlève une foule ça enlève, en fait, des frais pour la province, pour le Québec, pour l'État du Québec, si on veut, là. En n'ayant pas à payer des gens qui prennent soin, parce que les proches aidants font un gros travail, là. Oui, et puis ça humanise aussi un petit peu le besoin. C'est sûr. Parce que quand on parle de proche aidant, ça peut être un transport, donc, votre tante qui ne voit plus bien, vous lui procurez des transports en voiture plusieurs fois par semaine pour l'épicerie, pour aller au théâtre, son cours de théâtre, ou Dieu sait quoi. Vous pouvez aussi aider aux soins, donc passer le soir ou tôt le matin parce que vous devez faire sa toilette. Ou lui aider à faire des repas, par exemple. Faire quelques repas d'avance. La soutenir socialement aussi, parce que quand les gens ne peuvent plus se déplacer, ont des difficultés, ils sont contents de voir des gens leur rendre visite. Beaucoup de gens sont isolés aussi, sont seuls, souffrent de solitude. Ils souffrent de solitude, ça c'est sûr. Ils ont besoin d'avoir des visages connus, en tout cas des visages familiers ou agréables. Et un soutien juste de compagnie émotionnelle, c'est énorme. Et ça, beaucoup de gens le font sans s'en rendre compte qu'ils sont proches aidants. On parle des travaux domestiques, comme tu as dit aussi, et puis il y a des fois des obligations légales, des gens qui sont tuteurs ou des opérations bancaires. Faut jamais oublier ça. C'est que les personnes plus âgées et d'autres personnes qui sont en situation de handicap, il y a des opérations bancaires où il faut être accompagné des fois. Donc, ils doivent avoir quelqu'un de toute confiance. Ça rassure la personne souvent aussi, parce que des fois, elle se sent un peu pas trop outillée pour faire face aux gens de et puis les personnes âgées, souvent, ne veulent plus aller sur Internet pour faire ça. Ne veulent pas adopter le système électronique en ligne. Il y en a qui le font, mais il y en a qui n'ont pas envie, qui préfèrent aller à la banque, même si les banques ferment toutes. Il faut dire que c'est pas toutes les
personnes âgées non plus, mais il y en a certaines. Non. Par exemple, personnellement, moi j'ai une mère de passé 90 ans qui fait tous ces trucs elle-même, qui est sur WhatsApp, etc. Ouais. Mais c'est pas ça, la majorité, je pense. Hein. Donc pensons aux gens aussi, même qui sont pas si âgés que ça et qui n'ont pas réussi à adopter ce passage numérique bancaire par un manque de confiance aussi. C'est pas juste le fait de ne pas vouloir, de ne pas le faire, de pas avoir Internet, des fois, tout simplement. Ça pour dire qu'il y a beaucoup quand même de proches aidants, puis comme tu disais, il y a beaucoup de gens peut-être qui savent pas que c'est de la proche aidance qu'ils font. Mes enfants. Ils le savent pas. Et d'ailleurs, maintenant, les proches aidants, sur ce 5e de Québécois qui est proche aidant, en fait, il y a plus de la moitié qui travaillent encore. Mm-hmm. Donc, on voit ce que c'est d'organiser son horaire de travail, d'être proche aidant et de ne pas oublier sa famille et ses amis dans l'histoire non plus. Donc, ça a des impacts importants sur les proches aidants eux-mêmes et sur leur épuisement, parce que ces gens-là, ils doivent aller bosser. Donc, 57% vont travailler. Pour rajouter à ça, je ne sais pas si tu en parles plus tard, mais pour rajouter à ça, tu as la génération sandwich qu'on appelle, là, où ils ont des parents vieillissants, ils ont des enfants pas trop vieux, donc ils sont comme pris en plus d'un travail. Donc, bonne chance. Gros horaire, on dort bien le soir parce qu'on est fatigué. C'est ça, une bonne fatigue physique, mais mentale aussi. Clairement. Et c'est sûr que en plus cette aide, elle est apportée. Des fois, c'est pas une aide continue, c'est très ponctuel, c'est occasionnel, c'est à court terme, mais des fois c'est régulier et à long terme. Donc c'est sûr, il faut être organisé. C'est épuisant. Et quand on doit aller bosser. En dehors de ça, eh bien, il y a des impacts. Qu'est-ce qui se passe au travail? Eh bien, au travail, on remarque que les proches aidants ont évidemment beaucoup de retard. On n'a pas toujours envie d'expliquer « Ah oui, mais c'est passé ça, j'ai eu un appel de dernière minute, j'ai dû passer là, j'ai dû aller à la pharmacie parce qu'elle ne peut pas aller à la pharmacie, ou la pharmacie ne procurait pas les médicaments, c'est moi qui ai dû y aller, et puis les déposer. » C'est des choses, des retards, c'est pas des retards voulus parce qu'on ne s'est pas levé, ce sont des retards, entre guillemets, de proches aidants, c'est vraiment ça. Et les gens se sentent sûrement mal à l'aise, alors que ça devrait pas être. C'est difficile à expliquer. L'employeur devrait mettre à l'aise les employés de dire ça existe de la proche aidance, qu'on ait des jeunes enfants, des parents ça devrait être mis sur le tapis, mais on va arriver là aussi, c'est que c'est pas évident d'en parler parce qu'en même temps, on doit raconter du coup notre vie personnelle. Et donc, il y a aussi beaucoup d'absentéisme. On voit donc retard, absentéisme et il y en a beaucoup qui manquent. La moitié manque de certains jours de travail à cause de la proche aidance, bien entendu. Et plus de 15% doivent réduire leur horaire de travail, prendre un horaire partiel et donc, entre guillemets, s'appauvrir parce que c'est pas des choses décidées par simple goût de travailler moins parce qu'on peut se pas le permettre. C'est parce que on doit aider l'autre. Donc, à la limite, on a plus de dépenses, plus de déplacements, mais on n'y arrive pas. En termes d'horaire, donc on va travailler moins, gagner moins, et c'est pas quelque chose de gagnant à long terme non plus pour la société. Mm-hmm. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de vraiment de trouver des solutions et que c'est pas une fatalité d'avoir des absences et qui soient toujours non partagées avec l'employeur. Et d'ailleurs, la solution est vraiment là. La solution, elle est en mise en place de solutions flexibles au travail en parlant. Maintenant, évidemment, il faut voir à quel employeur on a affaire, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est dans la loi, et peu de gens le savent, il y a dans la loi, et là, il y a des références qui sont mises sur la chronique là, en ligne, il y a des jours prévus pour les proches aidants. Donc, pour toutes les entreprises. Là, ah oui, c'est la loi. Okay. C'est la loi. Donc, j'ignorais qu'il y avait... on va y arriver. Tout à fait. Moi aussi, je l'ignorais avant de faire ma recherche. C'est bon à savoir. Oui. Et donc, ce qui compte, c'est vraiment d'aller essayer de négocier de la flexibilité avec l'employeur. Le fait de se dégager un jour où on dit ce jour-là j'arriverai à 11h peut-être mais je travaille plus tard, ça me permet en fait d'accompagner cette tante ou dans le fond d'accompagner un enfant handicapé qui doit aller chez le médecin sans devoir justifier chaque fois. Et puis je fais un horaire plus tard à un autre moment ou ce jour-là je fais du télétravail. Donc c'est sûr qu'ici le télétravail c'est un soulagement gigantesque. Ça fait évoluer un peu la question en gros parce qu'autrefois quand il n'y a pas de télétravail ou très peu effectivement, il fallait se présenter chaque jour au travail, donc ça devient encore plus difficile. Là. Voilà. Là, on peut, tout en accomplissant très bien son travail, mieux organiser ses tâches et mieux organiser nos activités de proche aidance.
Et en ça, le télétravail est vraiment le travail flexible. Il faut négocier avec l'employeur. Il faut signaler qu'il y a beaucoup d'espoir parce que avant la pandémie, et même mes chiffres datent de 2012, il y avait 64% des proches aidants qui n'avaient reçu aucune flexibilité de la part de leur employeur. C'est énorme, hein? Et alors après, mais les chiffres là datent 2023, on voit aujourd'hui que ça a énormément progressé et que la majorité en fait des proches aidants arrivent à négocier de la flexibilité, mais ils ne justifient pas toujours cela pour de la proche aidance. Hein. Donc il y a aussi des proches aidants qui ne se signalent pas comme proches aidants et qui ne se reconnaissent même pas. Peut-être en écoutant l'émission, vous vous dites « mais dans le fond, je suis proche aidante. Ouais. » Et c'est l'avantage de l'employeur. On le dit souvent, toutes ces mesures-là, si on veut garder une personne de confiance longtemps dans une entreprise, ça coûte cher changer quelqu'un, puis des fois, on est satisfait de la personne. Donc, c'est mieux de l'accommoder quelque part. Oui, quand on a un bon employé, c'est sûr que on veut le garder, on veut profiter de son savoir et qu'il se sente bien au travail. Parce que qu'il fasse un épuisement aussi à cause de ça, c'est pas une solution. C'est pas rentable. Et ça, par contre, malheureusement, avant, ils étaient très, très à risque pour les épuisements, les proches aidants, parce que ça fait beaucoup trop de charge mentale de tout gérer à la fois. Mais donc, il faut vraiment essayer, aller consulter, voir, parce qu'il y a des congés, ils sont appelés comme ça, des jours, des congés spécialement prévus par la loi pour les proches aidants. Donc maintenant, est-ce que tu sais, je veux pas te. Oui. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Est-ce qu'il y a un minimum ou ça dépend des secteurs? Quoi, il y a plus, faut aller s'informer. Non, en fait, c'est mis sur le site de la CNESST. Okay. Et donc il y a toute une page complète sur. Il faut se procurer en fait une attestation d'une personne agissant comme proche aidant. Okay. Donc à partir du moment où on a l'attestation, que ce soit par un ergo, une infirmière, un médecin, etc., un physio et tout, on peut obtenir à ce moment-là le fait qu'on est vraiment proche aidant et on a droit à ce moment-là à des absences de courte durée pour obligation. On a droit aussi à des 10 jours continus ou 2 petits jours ponctuels. Je vais pas me lancer dans le détail des congés, mais c'est vraiment quelque chose qui existe et il faut aller consulter. Je pourrais peut-être détailler ça lors d'une autre chronique. Mais avec l'attestation, déjà, ça donne une piste là, de dire aller chercher au moins ça. Il faut aller chercher l'attestation. Donc, ça vient justifier chez le professionnel que la personne, que ce soit une personne âgée ou quelqu'un qui s'est cassé la jambe. Vous pouvez en effet être proche aidant pour quelqu'un pendant 2 mois de manière courte, mais ça va être intense parce qu'il faut tout lui faire. Effectivement. Donc, c'est pas très connu, ça. Tu me l'apprends parce que honnêtement, tant mieux que ça existe. Je suis contente. Oui, tant mieux. Moi aussi, je l'ai appris d'ailleurs en cherchant, comme je disais. Donc, et c'est intéressant. Il faut se dire que les employeurs ici aussi, ils ont beaucoup à gagner en faisant respecter et en offrant ces mesures parce qu'ils veulent conserver leurs employés. Ils veulent pas de burn-out non plus. Non, c'est sûr. Et les employeurs peuvent consulter aussi, là, s'il y en a qui m'entendent, il y a l'organisation qui s'appelle l'Appui, qui est une association qui vient en aide aux proches aidants et qui peuvent un petit peu donner du détail aux employeurs, voir comment informer les personnes. Et d'ailleurs, je dois dire que moi-même, je n'ai jamais eu d'informations dans les endroits où j'ai travaillé. Un courriel, même, êtes-vous proche aidant? Voici les mesures que nous offrons. Jamais. Donc, c'est le premier pas à faire, c'est se dire, informez vos employés. Il y a des mesures pour les proches aidants. Et parce qu'on remarque en fait aussi du côté des proches aidants, plus de 50% ne parlent pas à leur employeur qui sont proches aidants. Oui, parce que, comme tu dis, c'est un peu dévoiler sa vie privée. C'est ça. On n'a pas toujours envie de parler de ça, même si c'est une vieille tante, etc. Mais je veux dire, on veut pas toujours raconter sa vie. Des fois, on a peur d'embêter le monde, etc. Et puis, il y a aussi ceux qui, parmi les 100% de proches aidants, il y a un tiers qui ne savent pas qu'ils sont proches aidants, qui ne se considèrent pas proches aidants. Mais dans les circonstances, en sachant ça, je pense que ça vaut peut-être la peine d'en parler à l'employeur, sans donner tous les détails, mais au moins d'être capable de... Aller chercher de l'information, sans même déclarer, mais voir ce qu'il y a comme mesure dans l'entreprise où vous êtes,
Et à ce moment-là, ils pourront vous offrir un besoin, l'employeur. Il va pouvoir répondre à votre besoin et dire voilà, on offre telle mesure. Mais pour ça, il faut que l'employeur soit au courant aussi. Ouais. Maintenant, vous pouvez passer, si vous avez un syndicat, passer par le syndicat, si vous êtes plus à l'aise. Mais sinon, allez chercher de l'information. Parce que le but ici, c'est le bien-être. C'est qu'il n'y ait pas d'épuisement professionnel. C'est que les proches aidants qui sont en milieu de travail, et on a encore pas mal, donc ils soient bien et ils continuent leur carrière de manière bénéfique pour tout le monde et pour eux-mêmes en premier. Comme d'habitude, on va mettre les liens, plusieurs liens que tu as mentionnés, que tu nous as mis ici. On va les mettre sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionner à Folie douce sur ta chronique, Catherine, de comment ça se passe au travail pour les proches aidants. Merci beaucoup et très intéressant comme sujet, encore une fois. Merci, Yvan. Au revoir. Au revoir. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. De retour au micro avec l'espresso allongé. Pierre, on continue du sujet intéressant que tu as commencé plus tôt, les 8 types de personnalités selon Carl Jung. Oui. On en apprend beaucoup. Oui. On apprend à se connaître. Oui. Beaucoup. Mais c'est pas facile de s'auto-évaluer, je trouve, en psychologie. Alors, oui, j'ai pris cet article-là sur le site, en fait, nospensées.fr. Et comme tu disais, d'ailleurs, tu sais, souvent, on est un petit peu, il peut y avoir plusieurs influences, puis on va donner la référence sur notre site web aussi, on le mentionnera tantôt, mais les gens qui voudraient aller le relire, des fois, ça peut prendre un bout de temps avant de mieux se connaître, mais c'est quand même intéressant ce que tu nous amènes. Oui, alors, je continue ma lecture. Carl Jung nous parle ensuite de la personnalité introvertie réfléchie. L'introverti réfléchi est une personne avec une grande activité intellectuelle. Ils sont imaginatifs mais méfiants, amoureux des théories du complot. Ils sont têtus et très tenaces lorsqu'il s'agit d'atteindre leurs objectifs. Parfois, ils sont perçus comme ce profil un peu étrange et déconnecté de leur environnement, mais une fois le contact établi avec eux, ils deviennent des personnes très appréciées. Pour l'auteur, ce type de personnalité est celui qui est lié à ceux qui sont considérés comme des philosophes dans la société. Cela est dû à l'intérêt des introvertis réfléchis à trouver les relations entre les idées. Ensuite, autre type de personnalité, les extravertis sentimentales. Les personnes ayant une grande capacité à comprendre les autres et à établir des relations sociales sont les extravertis sentimentaux. Ce sont des profils très empathiques, ils se connectent facilement avec les autres et ont d'excellentes compétences en communication. Leur seule limite est leur grande dépendance sociale. Ils ont besoin du groupe et de cette interaction constante pour vous réaffirmer et se sentir utiles. En général, ils ont une faible tendance à la réflexion et à la pensée abstraite. Ensuite, l'introverti sentimental. La personnalité introvertie sentimentale se caractérise par une préférence pour la solitude ou les petits cercles sociaux. Ils peuvent apparaître au premier coup d'œil maussades et mélancoliques. Ils font tout leur possible pour être discrets et aiment être silencieux, mais ils ont de bonnes aptitudes sociales. Ce sont également des personnes très empathiques et également axées sur les besoins des autres. Ça en prend, des gens comme ça aussi. ça prend de tous les types de personnalités. Oui, oui. Ensuite, les extravertis perceptifs. Les individus extravertis perceptifs cherchent à expérimenter de nouvelles sensations. Ils recherchent avant tout le plaisir, l'interaction constante et la stimulation. Ils sont joyeux et vifs, très ouverts à leur environnement et même souvent sans méfiance. Cependant, une autre caractéristique de ce profil est qu'il s'ennuie rapidement. Dans cette recherche constante de sensations, il leur est courant de changer d'environnement, d'amis, de partenaires, etc. Ensuite, l'introverti perceptif. Le profil introverti perceptif est un type de personnalité très typique des musiciens et des artistes. Ces personnes accordent une importance particulière aux expériences sensorielles. Elles accordent une grande importance à la couleur, à la forme, à la texture. Leur monde est le monde de la forme comme source d'expérience intérieure. Ensuite, l'extraverti intuitif. Il correspond à l'aventurier type, celui qui démarre 1000 projets, celui qui a des centaines d'idées, celui qui ose entreprendre, celui qui n'a pas besoin de sortir de sa zone de confort
car il n'y est tout simplement jamais allé. Les extravertis intuitifs sont très actifs et agités. Ils ont besoin de beaucoup de stimuli de toutes sortes. Ils sont tenaces pour atteindre leurs objectifs et une fois qu'ils les ont atteints, ils passent au suivant, oubliant le précédent. De même, il faut dire que ce dynamisme personnel n'est pas en harmonie avec le dynamisme social. Ce sont généralement des personnes intéressées qui n'hésitent pas à manipuler les autres pour atteindre leurs objectifs. Et finalement, l'introverti intuitif. Ils sont extrêmement sensibles aux stimuli les plus subtils. La personnalité introvertie intuitive est le type de personne qui devine presque ce que les autres pensent, ressentent ou sont sur le point de faire. Ils sont imaginatifs, rêveurs et idéalistes. Ils ont du mal à mettre les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'ils se détachent de la réalité immédiate et préfèrent se perdre dans leur imaginaire. C'est l'archétype du rêveur par excellence. Pour conclure, il faut dire que les 8 personnalités décrites par Carl Jung ne font actuellement pas l'objet d'une grande acceptation. Le célèbre psychiatre suisse n'aimait pas beaucoup la méthode scientifique et statistique. Ses théories se nourrissaient de son expérience clinique et de son zèle philosophique. Ce qu'on appelle l'indicateur Myers-Briggs, c'est en fait un court questionnaire très connu d'auto-évaluation utilisé pour mesurer et décrire les préférences des gens en général, a toutefois été développé plus tard sur les bases de son travail. Cet instrument est utile pour mesurer l'introversion et l'extraversion, bien que son application se limite surtout au domaine de la croissance personnelle, de la sélection du personnel et de l'exploration des intérêts dans des contextes éducatifs. Mais malgré cela, et bien que nous disposions actuellement d'instruments plus valables pour décrire la personnalité humaine, il est impossible de faire abstraction du travail toujours admirable de ce monsieur Carl Jung. Il visait assez juste, je dirais, tu sais, quelque part, il décrit bien, puis avec les variantes, comme tu t'expliquais, les gens qui veulent justement les relire. Alors, ça s'appelle les 8 types de personnalités selon Carl Jung. Jung, en fait, ça s'écrit J-U-N-G pour ceux que ça intéresse. On va mettre le lien dans... Oui, c'était sur le site nospensées.fr. Oui, dans notre site antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce, sous ta chronique, les 8 types de personnalités, selon Carl Jung. Merci Pierre. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie douce Radio. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous, Pierre, de cette semaine. Je te remercie comme à chaque semaine pour ton travail en régie. Ah ben, bienvenue, mon cher. Toujours impeccable, d'ailleurs. Pour les oreilles des auditeurs, c'est toujours important. Je vais écrire ça sur un papier en arrivant chez nous. Oui, écris ça. Tu peux l'encadrer. Merci aussi pour ton sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, les 8 types de personnalités selon Carl Jung. On va les relire, là, c'est intéressant de mieux se connaître. Notre invité en début d'émission, Julie Smart, nous a mieux fait connaître, en fait, le trouble d'accumulation compulsif, le TAC. Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi des nôtres. Sa chronique était sur comment ça se passe au travail pour les proches aidants. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.